Donc je suis chercheur INRA et je travaille dans l'unité mixte de recherche système, à laquelle appartiennent d'ailleurs un certain nombre d'intervenants, dont Christian Duprat et Delphine. Alors effectivement, j'ai un tropisme, je suis désolé d'avance pour ceux qui sont plutôt culture annuelle ou maraîchage, mais j'ai un tropisme arboriculture fruitière. Voilà, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans à l'INRA sur ce thème-là, notamment aspect architecture des arbres et conduite en verger. Donc je démarrais par cette idée-là, et il y a quelque temps, je scannais des diapos, parce que je voulais quand même garder ces documents-là. On ne les regarde plus, les diapos, maintenant tout est en numérique. Et alors effectivement, là vous avez un pommier, enfin une forme de conduite qu'on avait développée il y a quelques années, donc c'était l'année de mon arrivée à l'INRA, et c'est une branche de granit. Mais peu importe, moi ce que je photographiais à l'époque c'était ça, mais je vous demande simplement de regarder l'arrière-plan. Et effectivement, il y a une chose dont je me suis souvenu après coup, c'est qu'à l'époque on me disait toujours un beau verger. C'est un verger où il y a les arbres fruitiers, certes, évidemment, c'est ce qu'on veut, mais c'est du sol nu. Alors, la situation est bien évoluée pour le pommier, le poirier, etc., et j'y reviendrai après. Mais finalement, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup changé sur d'autres cultures. Vous avez là des photos beaucoup plus récentes, c'était dans le sud des Alpes cet été. Vous avez des magnifiques, donc des très beaux vergers d'oliviers, effectivement, vous voyez les arbres et du sol nu. Pour la vigne, on trouve la même chose, c'est dans notre région, dans d'autres régions de France, évidemment, ça peut être différent. Ceci dit, il y a quand même un certain nombre de travaux qui sont développés depuis maintenant un certain nombre d'années sur l'enherbement, effectivement, et du coup, le verger est devenu un verger enherbé. Des travaux notamment, alors je cite le CEHM, qui est devenu Sudexpé maintenant, avec des essais d'enherbement développés depuis 2012. Enfin, je vais vérifier l'information, effectivement, les travaux ont commencé cette année-là, à la fois comme couverture du sol, mais également pour rendre d'autres services. Alors je viendrai sur le terme après. Vous avez par exemple dans le tableau, là en bas, du trèfle, donc effectivement non seulement comme activité de support, ça évite déjà aux tracteurs de s'embourber quand il pleut, ça c'était un premier avantage qu'on m'avait donné de l'enherbement. Mais effectivement, le trèfle, comme la luzerne, peuvent apporter de l'azote. Et du coup, voilà, cet enherbement peut avoir différentes fonctions dans un verger. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est de plus en plus travaillé maintenant. Et vous avez dans la revue Réussir fruits et légumes, par exemple, donc un document récent, d'octobre 2017, les atouts de l'enherbement. Et là, on est dans un verger de pêcher ou d'amandier, d'ailleurs, je ne sais pas trop. C'est quelque chose qui est de plus en plus travaillé au niveau international, et vous avez par exemple également ce même type d'expérimentation avec différents types de couverts en Chine. Ça date de quelques années. Et puis évidemment dans le contexte de la production fruitière intégrée, qui est maintenant le statut conventionnel en arboriculture fruitière, qui ne l'était pas encore il y a 20 ans, mais évidemment dans le cadre de l'agriculture biologique. Vous avez par exemple un collègue de l'État de Washington, donc côté Pacifique des États-Unis, David Granstein, qui développe beaucoup de travaux dans ce domaine-là. Donc vous avez non seulement un enherbement inter-rang, mais également un enherbement sur le rang, et pas qu'un enherbement en fait, donc, puisque là c'est plutôt des essais avec des plantes aromatiques. Je vous disais donc ces travaux sont très approfondis actuellement, et notamment, alors là j'ai été dans le jury d'une thèse de Laurence Albert en 2017, donc il y a un an d'ailleurs, sur alors plus loin que l'enherbement, en fait, les infrastructures agroécologiques, pour utiliser les bons termes, c'est-à-dire non seulement l'enherbement entre les rangs et sur le rang, mais également les haies autour des vergers, et donc ça c'est pour le pommier à cidre. Donc là d'ailleurs l'enherbement, là dans un but, la thèse était très centrée sur les interactions plantes-bioagresseurs, enfin plantes bioagresseurs et auxiliaires d'ailleurs, et là en l'occurrence sur des araignées prédatrices de bioagresseurs. Donc c'est plutôt des plantes fleuries là qui étaient travaillées. Je vous le disais, effectivement, toute cette problématique-là est très travaillée dans le contexte de l'agriculture biologique, et puis dans le contexte également d'initiatives venant des producteurs eux-mêmes. Vous avez par exemple les initiatives vergers éco-responsables, dont pas mal de vergers autour de Montpellier d'ailleurs, notamment en pommier. Et puis également, non seulement en France métropolitaine, mais dans des départements d'outre-mer, dans des territoires d'outre-mer, comme agriculture responsable, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vraiment une problématique qui devient de plus en plus travaillée, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des enjeux qui deviennent cruciaux. En fait, on est passé d'un verger enherbé, là vous commencez à le sentir, à un système de verger, où non seulement il y a l'arbre fruitier, mais il y a plein de choses également avec. Donc on est parti d'un verger sol nu, je vous en parlais tout à fait au début, vers un verger enherbé, puis finalement vers un verger également qui rend différents services, entre guillemets, c'est le terme qu'on emploie pour désigner justement ce que l'humain, enfin l'être humain en retire, dont la production.
pas uniquement la production, mais dans la production. C'est la protection du sol contre l'érosion, c'est la gestion de l'azote, je faisais allusion au trèfle tout à l'heure, c'est la réduction des bioagresseurs, avec cette thèse par exemple sur le bioagresseur du pommier à cidre. Et du coup, on s'est acheminé véritablement vers un système verger qu'il faut étudier, enfin qu'il faut analyser, qu'il faut maîtriser dans son ensemble. Il y a plusieurs espèces, ça peut être aussi multiproduction, je parlais de plantes aromatiques tout à l'heure, ça peut être des petits fruits. Ça conjugue des pérennes avec des annuels, et là on rentre dans le grand domaine, la définition large de l'agroforesterie finalement. Alors l'agroforesterie, bon, c'est un terme donc, qui a toute une histoire, hein. Certains en parleront plus savamment que moi, mais finalement il s'avère que j'ai travaillé pendant plusieurs années, dans le courant des années 90, sur l'olivier, et là encore, moi ce qui m'intéressait c'était les arbres, les oliviers, c'est la photo de gauche en haut. C'était les oliviers qui m'intéressaient, notamment l'olivier posait des problèmes d'alternance de production, etc. Donc je travaillais particulièrement la conduite de ces arbres. Mais encore une fois, je vous demande de regarder l'arrière-plan, ce qui à l'époque ne m'intéressait pas spécialement. Ce producteur, en fait, sur les hauteurs de Sainte-Maxime, donc c'était un cadre assez sympa d'ailleurs comme travail, il cultivait des artichauts, ce qui lui permettait effectivement d'amortir, ne serait-ce que sur le plan financier, les irrégularités de production d'oliviers. Donc voilà, Vidauban dans le courant des années 90. Encore une fois, c'est un thème de conjuguer arbres fruitiers avec d'autres productions, en l'occurrence du maraîchage. C'est un thème qui est travaillé, qui était traditionnel de toute façon dans pas mal de pays. Hein, j'allais dire dans le contexte polyculture-élevage, c'était traditionnel. C'est après qu'on a oublié cela, mais et là vous avez un exemple de verger maraîcher, là aussi en Chine, photo prise plus récemment. C'est quelque chose qui est donc de plus en plus étudié. Vous avez l'exemple de ce verger maraîcher, donc au Grabe, mais là François Warlop est là, donc il pourra en parler mieux que moi. Effectivement, et beaucoup de travaux sont développés sur ce thème-là. Effectivement, jusqu'au début du XXe siècle, on était globalement dans un contexte de polyculture-élevage. Et c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec l'intensification de l'agriculture, effectivement, qu'on a eu tendance à intensifier les productions et à cloisonner les productions, arboriculture fruitière d'un côté, maraîchage de l'autre, plantes grandes cultures, etc. Avec les problèmes que l'on connaît, hein, que l'on a bien identifiés, et d'ailleurs relativement vite, qui sont les problèmes de pollution d'environnement, des problèmes de santé humaine, et puis également de dépendance aux énergies fossiles. Et c'est ces problèmes qui ont poussé, en tout cas au niveau de l'arboriculture, je l'ai bien senti progressivement au cours de ces 25 dernières années, l'intérêt d'un retour à des systèmes qui soient plus autonomes, qui soient plus robustes, on dirait maintenant plus résilients, mais du coup qui sont aussi plus complexes. Il s'agit non seulement de gérer nos arbres fruitiers, mais également tout ce qui pousse avec. Et c'est l'idée de l'agroécologie. Effectivement, où puisqu'on s'adresse à cette complexité, il faut savoir la gérer, c'est ce que savent, en tout cas c'est ce qu'étudient, c'est ce qu'analysent les écologues, et l'agroécologie étant l'utilisation de principes écologiques pour la conception de systèmes plus durables. Et donc actuellement pour l'arboriculteur, pour l'agriculture en général, mais pour l'arboriculture en particulier, il s'agit bien de réintégrer en fait de la connaissance écologique dans les systèmes initialement à visée complètement agronomique. Alors, je ne veux pas rentrer dans les débats de termes. Je sais que j'avais eu des discussions un peu enflammées avec des collègues agroécologues en un seul mot, parce que pour eux, c'était une discipline à part. Mais j'aime bien quand même puis c'est vrai que pour les anglo-saxons, agroécologie, ça s'écrit en un seul mot. Mais je suis là les recommandations qui sont au niveau officiel, hein, au niveau français. En deux mots, effectivement, ce qui me plaît là, c'est qu'on a bien la racine agronomie, dans l'idée du pilotage d'un système. En agriculture, on doit piloter quelque part le système, même s'il est complexe, et on doit savoir le faire. Il y a le terme écologie également, eh bien, tous ces concepts d'interaction entre les plantes, et puis d'interaction entre plantes et animaux. Et puis il y a une dimension qu'on oublie souvent aussi, qui est la dimension des sciences humaines. L'agriculture est toujours intégrée dans une société, et en Amérique du Sud, par exemple, quand on parle d'agroécologie, ça inclut automatiquement en fait une dimension sociétale. Et l'agroécologie est très liée dans ces contextes-là, au Brésil, mais dans d'autres pays également, à des mouvements sociaux, hein, de lutte contre l'exclusion et puis de souveraineté alimentaire pour les gens dans le besoin. L'agroécologie est basée sur la biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire on parle de fonctions et des services qui sont attendus. J'utilisais le terme service tout à l'heure. Il s'agit donc bien d'une biodiversité végétale, mais que l'on veut piloter, qui est planifiée dans le temps et dans l'espace. La biodiversité fonctionnelle, en fait, est le pilier de l'agroécologie, et c'est à partir d'elle qu'on va raisonner les services de production.
et qu'on va raisonner également les services de régulation biologique contre les bioagresseurs, dont je parlais tout à l'heure, mais il n'y a pas que les bioagresseurs. Alors, pour nous, enfin, chercheurs, ou enfin, peu importe, recherche plus ou moins fondamentale ou appliquée, peu importe les termes, en tout cas c'est ma perception, ça renouvelle les travaux scientifiques. Moi qui étais spécialisé, puis qui reste à peu près spécialisé dans l'architecture des plantes, ce qui m'a intéressé, c'est de confronter cette connaissance de l'architecture des plantes, la plante en tant que telle, comme je vous disais tout à l'heure, c'était le pommier, c'est l'olivier, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment cette plante-là se développait, et du coup beaucoup plus sa composante génétique. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi ça interagit avec l'environnement. Et on est, avec l'agroécologie, comme avec l'agroforesterie, on est d'emblée immergé en fait dans cette science des interactions. Et effectivement, qui est la base pour les pathologistes, les entomologistes, on en discutait encore hier avec quelques collègues, on doit ouvrir notre champ de connaissances vers d'autres domaines de connaissances. Donc ça décloisonne la recherche, non seulement en termes de démarche scientifique pour nos disciplines respectives, mais également de savoir également collecter des connaissances empiriques qu'on a très souvent perdues au cours des dizaines d'années. Et si vous voyez par exemple cette illustration du ministère de l'Agriculture, c'est intitulé Agroforesterie, en fait si vous regardez bien les différentes vignettes, vous avez des principes agroécologiques, on parle d'activité biologique de sol, on parle de rétention d'eau, etc. Et tout ça, on est complètement dans le domaine de l'agroécologie. Alors, la biodiversité fonctionnelle, c'est un grand mot, mais vous voyez que là aussi, pour en revenir à cette revue Réussir fruits et légumes, je ne l'ai pas toujours sur ma table de chevet, je vous rassure, mais de fait, il y a de plus en plus, je vois de petits articles comme ça qui concentrent sur ces aspects biodiversité, en quoi ça peut servir à l'arboriculture en général ou au maraîchage, puisque cette revue travaille dans les deux domaines. C'est vrai que ça bouleverse notre vision de l'agriculture, puisque l'agriculture classique est beaucoup plus dans une vision de prédictive. On veut assurer les tonnes de pommes produites chaque année, par exemple, alors que quand on est dans le domaine de l'agroforesterie, de l'agroécologie, on est beaucoup plus dans une vision dynamique des systèmes, et ça, c'est effectivement plus complexe à gérer. Puis ça pose des tas de questions au niveau économie. Là, je ne suis pas familier de ces domaines, mais on est facilement dans un contexte de multiproduction, et donc des questions d'organisation du travail. On voit bien quand on conjugue arbre fruitier et maraîchage, il faut des compétences dans ces deux domaines, et ce n'est pas très évident. Et puis l'organisation des filières et des marchés. Voilà, je terminerai par ces deux dernières diapos. C'est de l'agroforesterie en zone, alors soit tropicale, système à cacaoyer par exemple, qu'on étudie particulièrement dans notre unité. Bon, il y a également des systèmes à café, ou alors dans le bassin méditerranéen, ici au Liban, avec associations pommiers, oliviers, etc. Ce sont des systèmes qui sont opérationnels, parce que c'est vrai qu'il y a un contexte social qui fait qu'il y a beaucoup de population rurale qui attend beaucoup de ces systèmes agroforestiers, mais je crois que ces systèmes ont aussi à nous apporter à nous en termes de connaissances. Merci.